Un jeu d'enfance de cache-cache a presque conduit au meurtre d'une fillette de 12 ans. Êtes-vous avec cette fillette de 12 ans? Oui, elle dit qu'elle a du mal à respirer. Elle a dit qu'elle a été poignardée plusieurs fois. Poignardée plusieurs fois. Oui, elle est consciente. Restez avec elle, la police arrive. Alors que la police recherche l'auteur ayant abandonné un enfant pour mort en forêt, l'enquête bascule. Les suspects sont aussi des enfants, et ce sont les amis de la victime, ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Elle avait le couteau de chez elle. Nous avons demandé à sa mère si nous pouvions jouer avec ce couteau dehors. Et sa mère a dit, bien sûr, Qui l'a poignardé en premier? Je pense qu'Anissa l'a poignardé en premier, puis j'ai continué. Et ensuite, elle a dit, Morgane, assure-toi qu'elle ne s'échappe pas. Et puis j'ai dit... Comment deux filles préadolescentes ont-elles pu orchestrer un crime aussi troublant? Leur réponse, elles l'ont fait pour prouver leur valeur à quelqu'un ou à quelque chose. Anissa m'a dit qu'on devait le faire. Pourquoi? Parce qu'elle a dit qu'il tuerait nos familles. Je voulais une preuve qu'il existait parce qu'il y a plein de sceptiques qui disent qu'il n'existe pas. Dans cet épisode, nous découvrons comment un fantasme d'enfance a croisé un crime bien réel et pourquoi, plus de 10 ans plus tard, cette affaire continue de faire la une des journaux. J'appelle pour une de mes résidentes. D'accord, quel est son prénom et nom de famille? Morgan Geyser. Quel est votre nom de famille? D'accord, c'est Sigmund Morgan. M-O-R-G-A-N. Sigmund, votre nom de famille? G-E-I-S-E-R. Bienvenue dans Female Criminals. Je suis Elisabeth Milner. Waukesha, Wisconsin. C'est là que nous rencontrons les criminels de cette semaine, Anissa Weier et Morgan Geyser. Anissa est née le 10 novembre 2000, Morgan le 16 mai 2002. Ceux qui ont connu Morgan Geyser en grandissant la décrivent comme extrêmement intelligente, imaginative et originale. À l'école primaire, elle est vue comme marginale et a peu d'amis. Cela change en CM1 lorsqu'une de ses camarades la remarque assise toute seule. Sa camarade s'appelle Peyton Lautner et Peyton pense que personne ne devrait avoir à s'asseoir seule. Elle s'assoit près de Morgan et elles s'entendent aussitôt très bien. Elle dessinait, jouait dehors et faisait des soirées pyjama. Peyton considère Morgan comme sa meilleure amie et Morgan considère Peyton comme sa seule amie. Mais quand les filles entrent en 6e, Anissa Weier entre en scène. Anissa a emménagé dans le même complexe que Morgan Geyser en 6e. Elles se voyaient chaque jour dans le bus scolaire et sont devenues amies. Le lien entre Anissa et Morgan était pour le moins intéressant. Elle n'était pas attirée par les trucs de filles comme les poupées ou les boys bands. À la place, elle se rapprochait en partageant des histoires d'horreur qu'elle trouvait sur Internet. Anissa et Morgan développent un intérêt pour quelque chose appelé creepypasta. Les creepypastas effrayantes sont essentiellement des légendes urbaines ou des histoires effrayantes qui sont partagées et recopiées sur Internet. Il y a une légende en particulier qui attire l'attention d'Anissa et Morgan, Slenderman. Slenderman est un personnage fictif sans visage, mais Morgan et Anissa sont obsédées par lui comme s'il était réel. Peyton, elle, n'est vraiment pas fan. Elle trouve ces histoires d'horreur très effrayantes. Peyton remarque aussi un changement chez Morgan depuis sa nouvelle amitié avec Anissa. Peyton pense qu'Anissa est cruelle et peut être jalouse de son amitié avec Morgan. Pourtant, elle supporte Anissa. Les filles sont au collège et presque toutes ont déjà vécu des drames d'amitié semblables. Pourtant, l'amitié entre Anissa et Morgan était différente. En mai 2014, elles avaient créé quelque chose de bien plus sinistre que les simples drames du collège. Unies par une obsession commune, elles étaient devenues dangereuses. Le 30 mai 2014, Morgan, Anissa et Peyton célèbrent le 12e anniversaire de Morgan. La soirée débute normalement. Elles vont dans leur piste de roller du coin, puis prennent un yaourt glacé. Les filles passent ensuite la nuit chez Morgan pour une soirée pyjama. Le lendemain matin, Morgan demande à sa mère si elle et ses amis peuvent aller au parc voisin. D'habitude, Morgan ne peut pas y aller sans adulte, mais pour son anniversaire, sa mère accepte qu'elle y aille seule avec ses amis. Morgan et Anissa demandent à Peyton de jouer à cache-cache. Elle s'enfonce dans les bois de David's Park à Waukesha et lui demande de s'allonger et de se couvrir de feuilles. Peyton pense qu'elle joue à un jeu, mais ce qui se passe ensuite n'a rien d'un jeu. 911. Quelle est l'adresse de votre urgence? Je suis avec une fille de 12 ans. Elle semble avoir été poignardée. Elle semble quoi? Poignardée. Poignardée? Vous écoutez la voix de Greg Steinberg. C'est un cycliste qui passait devant David's Park lorsqu'il a remarqué une fille sortant des bois en rampant, couverte de sang. Êtes-vous avec cette fille de 12 ans?
Oui, elle dit qu'elle a du mal à respirer. Elle a dit avoir été poignardée plusieurs fois. Vraiment plusieurs fois? Oui. D'accord, monsieur. Vous êtes avec elle en ce moment? Oui. Est-ce qu'elle est réveillée? Elle est réveillée. Est-ce qu'elle respire? Oui, elle respire. Elle dit qu'elle ne peut respirer que superficiellement. Elle est consciente. Restez avec elle. La police arrive. Ne raccrochez pas, d'accord? Attendez juste une minute. Ne raccrochez pas. D'accord, d'accord. Attendez juste une minute, monsieur. Nous envoyons des agents. Y a-t-il un agresseur dans les environs? Je n'ai pas regardé. Je ne vois personne. La victime n'est pas nommée dans les documents du tribunal, mais il s'agit de Peyton Lautner, âgé de 12 ans. C'est nous qui t'avons fait ça. Pourquoi tu ne veux pas parler? D'accord. Si tu préfères ne pas parler, alors ne parle pas. Garde tes forces. L'appel au 911 se termine dès que la police arrive. Peyton est transportée d'urgence à l'hôpital. Les médecins découvrent rapidement l'étendue de ses blessures. Elle avait été poignardée 19 fois. Elle a failli mourir, mais contre toute attente, elle survit. Pendant que les médecins soignent Peyton, la police enquête. N'oubliez pas, Peyton n'est pas entrée seule dans les bois. Elle dit à la police qu'elle était avec ses deux soi-disant amis, Anissa Weier et Morgan Geyser. Alors, où sont-elles? 5 heures après l'attaque, les policiers de Waukesha retrouvent les filles près d'un magasin de meubles le long de l'Interstate 94. Ils trouvent aussi un couteau ensanglanté dans leur sac. Morgan et Anissa sont conduites au poste de police et placées dans des salles d'interrogatoire séparées. Durant les 2 interrogatoires, Morgan et Anissa appellent Peyton Bella, son ancien surnom. Les enquêteurs doivent comprendre ce qui s'est passé dans les bois. Morgan donne une réponse glaçante. Elles avaient prévu cela depuis des mois. Nous avions bien planifié, alors nous sommes allés aux toilettes. Et puis nous chantions des chansons. Et puis elle a suggéré qu'on aille se promener. D'accord. Et puis elle est tombée sur Bella. Et elle l'a maintenue au sol. Où est-ce que vous avez pris le couteau? Ma cuisine. Sa cuisine. La cuisine d'Anissa. Qui est parti de la maison avec le couteau? Je pense que c'est Anissa. Il était dans le sac. Anissa a préparé le sac. Nous avons toutes les deux préparé le sac. Nous étions au courant de ça depuis décembre. Un jour, elle m'a juste dit qu'on devait le faire. Qu'est-ce que tu veux dire par « elle t'a dit que tu devais le faire » ? Je veux dire, elle nous a dit qu'on devait la tuer. Qui a dit ça? Anissa. Quand elle dit « nous », qu'est-ce que tu veux dire par « nous » ? Qui est « nous » ? Les deux. Tu veux dire vous deux ou quelqu'un d'autre? Il n'y a personne d'autre. Vous jouez à ça depuis un moment. Je viens juste de découvrir. Elle était ma meilleure amie depuis le CM. Qui ça? Peyton. Pourquoi as-tu choisi Peyton? Je n'ai pas choisi. Qui l'a choisi? Qui que ce soit dont Anissa parlait. Elle a fait en sorte que ça paraisse nécessaire, et je vois ici qu'elle a estimé qu'il était nécessaire que je le sois. Donc la personne qui a parlé à Anissa leur a dit quoi en faire? Oui. C'était juste un message. Je ne sais pas, elle n'a pas donné de détails. Alors, qu'est-ce que vous avez fait d'autre pour préparer ça? Vous en avez juste parlé? Tous les deux? Est-ce que quelqu'un d'autre était au courant? Non. Alors comment as-tu su? Qu'est-ce que vous essayez de faire avec elle quand tu l'as poignardée? La tuer. Autant le dire franchement, nous essayons de la tuer. Je ne sais pas pourquoi il fallait que ce soit elle, mais ça semblait vraiment nécessaire. Ça va me permettre d'avoir un restaurant. Peut-être que Morgan pense qu'à 12 ans, elle ne peut pas être arrêtée. La détective lui a demandé comment elle et Anissa ont persuadé Peyton d'aller dans les bois.
Morgan reconnaît avoir trompé l'une des rares personnes qu'elle pouvait appeler amie. La dernière chose qu'elle m'a dite, c'était « Je te faisais confiance ». Et puis, elle a dit « Je te déteste ». Et puis nous lui avons menti. Anissa a dit qu'elle irait chercher de l'aide. Je n'étais pas impliquée dans le mensonge, c'était uniquement Anissa. Elle a dit qu'on chercherait de l'aide. Comment l'as-tu trompée pour qu'elle descende là-bas? On a dit qu'on allait observer les oiseaux. Les gens qui te font confiance sont très crédules. Et c'était un peu triste. Pas offensant. Eh bien, pas triste, mais c'était triste de faire ça. Vous lui avez dit que vous alliez observer les oiseaux, puis que s'est-il passé? Nous avons dit que nous allions jouer discrètement, puis Anissa l'a attaqué. Tout est allé très vite. J'essaie toujours d'oublier. Qui l'a poignardé en premier? Je crois qu'Anissa l'a poignardé la première et puis j'ai continué. Et ensuite, elle a dit « Morgane, assure-toi qu'elle ne s'échappe pas. » Et puis j'ai dit « Donc tu penses que c'était qu'Anissa a commencé ?» Tu es sûr? Oui. Pas vraiment. C'est un peu confus. L'autre chose, c'est que j'ai dû faire abstraction des cris toute la journée. Lors de l'interrogatoire, Morgan évoque un « il ». Mais qui demanderait à deux filles de 12 ans de poignarder une autre? Eh bien, c'est Anissa qui révèle qui il est. Alors, il y a ce site web qui s'appelle le Creepypasta Wiki. D'accord. Il est rempli d'histoires d'horreur qui sont faites pour te faire peur exprès, à travers des récits littéraires et tout ça. D'accord. Et il y en a un qui s'appelle Slenderman. C'est vraiment Slenderman. C'est Slenderman? Slenderman. 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 D'accord. Et nous avions ces proxies ou Shermans, comme les gens les appelaient, masqués serrés. Et Morgan a dit « Hé Anissa, on devrait être des proxies. » Et j'ai répondu « D'accord, comment on ferait ça ?» Et c'était vers la fin décembre, début janvier. D'accord. Et un proxy, encore une fois, c'est quoi? Un proxy, c'est comme Slenderman ou comme... Leur interprétation, ce sont des tueurs avec des proxys. Les proxys sont des princes pour les tueurs. Et les tueurs sont soit seuls, soit ils ont des proxys. Maintenant, nous savons que Slenderman est un personnage fictif créé en ligne, mais Anissa et Morgan ne le voyaient pas comme ça. Elles pensaient qu'il était réel et craignaient ce qui arriverait si elle lui désobéissait. D'accord, donc en décembre ou janvier, Morgan t'a dit genre « Hey, on devrait être des proxys », je crois. Et... En quoi, genre? J'ai dit « D'accord, comment on ferait ça ?» Et elle a dit « Il faut qu'on tue Bella. » D'accord. D'accord. Et tu sais pourquoi elle a dit ça? Genre, pourquoi elle a dit ça? Parce qu'on devait soi-disant prouver qu'on était digne de Slender. Donc, le lendemain de tout ce qui s'est passé avec Bella, quand vous marchiez, tu as cru voir Slender, la personne que tu regardais? Oui, une fois après que Morgan l'a poignardée. D'accord. Elle pensait que peut-être tu tirerais sur un Slender. D'accord. D'accord. Est-ce que tu pensais que vous aviez tué Morgan? Ou je veux dire Peyton, Bella? Oui. J'ai complètement craqué et j'ai tout reproché à Morgan. J'ai dit que tu l'avais poignardé si tu voulais. Écoute, on fait comme Morgan alors. Morgan n'est pas du genre à pleurer très souvent. Et puis finalement, elle a juste lâché prise et s'est mise à pleurer. Et puis j'ai juste eu besoin de me confier parce que j'avais peur. J'avais peur d'abord pour moi-même et ensuite pour ma famille. Parce qu'après avoir laissé Peyton dans les bois, près de la zone marécageuse, c'est ce qu'elle a dit. Et il y a une chose que j'ai oublié de te dire. J'ai en quelque sorte passé un accord avec Slender, disant que si je ne le faisais pas, disant que si
nous ne tuions pas Bella, il tuerait ou pourrait tuer nos familles et tout ce que nous aimons. Et je ne veux pas que ça arrive, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et là, j'ai vraiment eu peur et j'ai commencé à marcher vite, à essayer de sortir de là. J'ai même commencé à me chanter quelque chose pour essayer de me calmer. Et quand Morgan t'a dit que si on ne faisait pas ça pour Slender, nos familles et nos proches allaient être tués, est-ce que tu le croyais vraiment? Eh bien oui, parce qu'il peut mesurer entre 1,80 m et 4,30 m de haut. Il est, comme je l'ai dit, un homme grand qui porte toujours un costume avec une cravate rouge. Il n'a pas de visage, sa peau est blanche. Et à sa guise, il peut, tu sais, faire sortir des tentacules de son dos et étrangler ses victimes, comme dans toutes les creepypastas où il est dit qu'il cible surtout les enfants. D'accord. Donc, j'étais vraiment effrayée en sachant que Slenderman pouvait, tu sais, dévorer toute ta famille en 30 secondes. As-tu déjà parlé de tuer Bella dans le bus à la fête d'anniversaire? Pas très souvent. On le faisait parfois, mais on faisait attention à chuchoter. Et quand tu chuchotais, pourquoi faisais-tu ça? Pour que personne d'autre n'entende. Certes, le bus est vraiment bruyant, mais les gens sont des fouineurs. Et si quelqu'un entendait, qu'est-ce qui t'inquiétait? Que nous serions en prison pour le reste de notre vie pour avoir commis ça. Pour Anissa et Morgan, le rêve est terminé. Maintenant arrive ce à quoi elles ne peuvent pas échapper, les conséquences. Le samedi 31 mai 2014, vers 9h50 du matin, le service de police de Waukesha a été informé par un citoyen inquiet qu'une fille de 12 ans avait été poignardée dans la zone de Big Bend Road, dans la ville de Waukesha. Tous les suspects étaient fascinés par un personnage fictif qui publiait souvent sur un site web regroupant de petites histoires sur la mort et l'horreur. D'après notre enquête, on pense que les suspects avaient prévu de tuer la victime depuis plusieurs mois. Les 3 filles ont passé la nuit chez l'une des suspectes le samedi soir 30 mai. Le matin, les suspects sont allés à Davids Park et ont attiré la victime dans les bois près de la route Big Bend, au sud de Rivera Drive, pour jouer à un jeu. Une fois sur place, une des suspects a maintenu la victime au sol pendant que l'autre la poignardait 19 fois au bras, aux jambes et au torse. Beaucoup des coups de couteau ont touché des organes vitaux, mais de façon incroyable et heureusement, la victime a survécu à cette agression brutale. Les détails de cette affaire laissent tout le monde complètement incrédule. Les enquêteurs ont finalement déterminé que Morgan avait poignardé Peyton à plusieurs reprises pendant qu'Anissa devait s'enfuir. Comment 2 collégiennes ont-elles pu commettre un crime aussi choquant? Le chef de la police de Waukesha a un message important pour tous les parents. Internet a changé notre façon de vivre. Il regorge d'informations et de sites merveilleux qui instruisent et divertissent. Internet peut aussi être rempli de choses sombres et maléfiques. Il a aussi permis à de potentiels prédateurs d'enfants d'entrer en contact avec nos enfants comme jamais auparavant. L'accès non surveillé et illimité à Internet par les enfants est un problème croissant et inquiétant. Cela devrait être un signal d'alarme pour les parents. Anissa Weier et Morgan Geyser sont accusés de tentative d'homicide au 1er degré. Le procureur annonce que l'affaire ne passera pas devant le tribunal pour mineurs, les filles seront jugées comme adultes. L'affaire attire alors l'attention internationale. Pendant qu'Anissa et Morgan sont derrière les barreaux, Peyton mène un autre combat, sa guérison. Elle sort de l'hôpital 1 semaine après avoir failli être tuée. Si ses blessures physiques guériraient, sa guérison psychologique serait bien plus longue. Rappelez-vous, Peyton voyait Morgan comme une amie, mais maintenant Morgan et Anissa sont accusés de l'avoir poignardée et abandonnée dans les bois pour mourir. Elle retourne à l'école à l'automne, mais Peyton vit des années avec le traumatisme et la peur. Plus tard, elle avouera en interview qu'elle dormait avec des ciseaux cassés sous son oreiller à cause de ce que lui ont fait Morgan et Anissa. De 2014 à 2017, les affaires de Morgan et Anissa ont suivi leur cours devant les tribunaux. Au fil des ans, elles sont détenues dans un centre de détention pour mineurs sécurisés et passent aussi du temps dans des hôpitaux psychiatriques publics. Des expertises sont ordonnées pour déterminer si les filles sont aptes à être jugées.
En 2017, l'une de leurs affaires progresse. Anissa Weir plaide coupable, mais avec une particularité. Elle plaide coupable de tentative d'homicide volontaire au second degré, mais n'est pas pénalement responsable pour cause de maladie ou de déficience mentale. Lors de l'audience de plaidoyer en août 2017, Anissa, qui est maintenant une adolescente, dit au juge « Je crois que si je ne l'avais pas fait, Slenderman serait venu m'attaquer et me tuer, ainsi que mes amis et ma famille. » Le tribunal accepte son plaidoyer de culpabilité, mais son affaire passera quand même devant un jury lors de la seconde phase du procès. Le jury décidera si Anissa sera condamnée à la prison ou placée dans un établissement psychiatrique public lors de cette phase. Les déclarations liminaires ont lieu le mois suivant. Selon l'État, Anissa devrait être incarcérée. Kevin Osborne, procureur adjoint du comté de Waukesha, affirme que la maladie mentale ne doit pas lui éviter la prison. Il existe de nombreuses maladies et troubles mentaux. Je dirais que la plupart des gens en ont. Si on affirmait que toutes les maladies ou troubles mentaux exemptaient de responsabilité pénale, les prisons seraient vides, car presque tout le monde en a. J'ai peur du vide. Est-ce une maladie mentale? Oui. Est-ce que cela justifierait que je fasse des choses comme l'accusé dans cette affaire? Absolument pas. Vous entendrez des éléments montrant qu'il préparait cela depuis des mois. Ce n'est pas aussi immédiat que ce que j'entends par ce mot. Deuxièmement, vous allez entendre que le jour où cela s'est produit, le jour où elles ont décidé de passer à l'acte après l'avoir planifié dans le bus et pendant tous ces mois, Anissa se réveille. Les trois filles partagent la même chambre. Le plan initial était de se lever au milieu de la nuit, tuer Peyton et partir. Et Anissa se réveille à 1h30, essaie de réveiller Morgan. Et Morgan dit « Non, c'est trop tôt, on ne va pas le faire maintenant. » S'ils avaient vraiment, sincèrement peur d'un danger immédiat pour eux-mêmes ou leur famille de la part d'un personnage fictif qui apparemment sait tout et voit tout, ne penseraient-ils pas « Mince, si on ne se lève pas maintenant et qu'on ne le fait pas, Slenderman va être en colère. » Ce n'est pas ce qui s'est passé. Elles ne le font pas et se rendorment. Morgan a le couteau. Rappelez-vous, on est censé croire que Morgan est la personnalité dominante ici, celle qui entraîne Anissa sur la mauvaise voie. Et pourtant, c'est dans les bois, dans les bois. Morgan a un couteau. Qu'est-ce qu'Anissa fait? Morgan hésite. Elle attend. Et il a dit, vas-y à fond, fonce. C'est Anissa. Ce n'est pas Morgan qui déclenche l'acte final. C'est Morgan qui porte les coups de couteau. Je ne le nie pas, mais c'est sur l'ordre d'Anissa. L'accusation soutient qu'Anissa a participé à cette agression brutale, non pas pour apaiser Slenderman, mais pour Morgan Geyser. Eh bien alors, pourquoi l'a-t-elle fait? Et je pense que la réponse se trouve dans certaines parties de la déclaration d'ouverture de M. Smith. Elle n'a pas d'amis. Elle est seule. Elle est déprimée. Et tout à coup, Morgan est son ami. Et Morgan veut faire ça. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle accepte parce qu'elle veut préserver la seule et unique amitié. Ce n'est pas parce qu'elle a peur, mais parce qu'elle est seule et qu'elle veut quelque chose. Elle veut l'amitié avec Morgan et elle ne veut pas que ça se termine. Elle ne veut pas risquer que Morgan dise « Si tu ne veux pas m'aider, je ne veux plus être ton ami », car c'est tout ce qu'elle a. Et elle veut être un agent de Slenderman, ce qui est différent d'avoir peur que Slenderman tue sa famille. L'avocat d'Anissa, Joseph Smith, ne nie pas son rôle dans l'agression, mais affirme qu'elle souffrait de troubles mentaux non diagnostiqués et de délire. Les deux croyaient que la seule façon de pouvoir empêcher, c'était pour elles de devenir les agents de Slenderman. Mais pour prouver à Slenderman qu'elles étaient dignes de devenir ses agents, elles devaient tuer quelqu'un de proche. Après avoir fait cela, elles devaient abandonner les familles qu'elles aimaient et chérissaient et mettre leur sort entre les mains de Slenderman. Comment Anissa en est-elle venue à croire cela? Anissa et Morgan ont découvert Slenderman sur Internet en novembre 2013. Elles avaient toutes les deux 11 ans à cette époque. Sur le site Creepypasta Wiki, elles ont appris que Slenderman est l'un des nombreux personnages qui s'en prennent principalement aux enfants.
Avec Slenderman, il y a aussi Jeff le tueur et Zalgo, pour n'en nommer que quelques-uns. En explorant le wiki, elles ont découvert des preuves que Jeff le tueur était réel. L'un des attraits de ce site Wiki Creepypasta est l'intention du créateur de rendre les récits d'apparition de Slenderman et de personnages comme Jeff le tueur authentique. Il y a des transcriptions d'interrogatoires de police de personnes ayant vu Slenderman. Il y a des transcriptions d'entretiens de psychiatres avec des personnes ayant vu Slenderman. Sur le wiki, Anissa et Morgan ont trouvé des témoignages filmés d'adultes plus âgés, à l'air sincère, racontant leur rencontre avec Slenderman dans le monde réel. Anissa et Morgan ont trouvé des articles découpés dans des journaux confirmant que Jeff le tueur existait. Donc, ils savaient que Slenderman existait et ils savaient qu'il était proche. Donc, pour se protéger eux-mêmes et protéger leur famille, ils devaient agir. Dr. Michael Caldwell, un expert dans le domaine de la psychologie de l'enfant, nous l'avons contacté immédiatement parce que nous voulions savoir dès le début, auprès de quelqu'un consulté juste après les faits, ce qui a causé cela. Il l'a rencontré à plusieurs reprises à partir de juillet 2014, donc peu de temps après que cela se soit produit. Il l'a diagnostiqué comme étant schizotypique. Je sais que vous n'avez probablement jamais entendu ce terme auparavant, mais il s'agit d'un trouble mental qui fait partie du spectre de la schizophrénie. Je sais que beaucoup de gens connaissent le spectre de l'autisme. Une personne peut présenter différents degrés de caractéristiques de l'autisme. De la même manière que pour le spectre de l'autisme, la schizophrénie a aussi un spectre, et les médecins vous l'expliqueront. Mais ce que cela signifiait pour Anissa, c'est qu'elle a une propension à accepter plus facilement des croyances qui ne sont pas ancrées dans la réalité ou qui sont de nature délirante. Morgan a aussi été diagnostiquée schizophrène. Ensemble, Anissa et Morgan sont tombées sous l'emprise d'un délire qu'elles partageaient toutes les deux. Un trouble délirant partagé implique une forte adhésion à des pensées ou des croyances non fondées sur la réalité par deux personnes qui entretiennent une relation étroite. La personne principale et la personne secondaire finissent par adhérer à ces croyances délirantes en raison de cette relation très étroite. Ainsi, Anissa et Morgan, deux filles de 11 ans, se sont trouvées, puis peu de temps après, Anissa a perdu le contact avec la réalité et est tombée sous l'emprise de ce délire. Durant cette phase du procès, la défense a la charge de la preuve et commence à présenter sa défense en appelant le père d'Anissa, William Wire, qui la connaît mieux que quiconque. Pendant qu'elle était à l'école primaire Prairie, excusez-moi, est-ce qu'il y a eu un moment où il y a eu des difficultés à la maison? Oui. La mère d'Anissa et moi sommes divorcés. Nous étions en train de divorcer à l'époque où Anissa était à l'école primaire Prairie. Le père d'Anissa témoigne qu'après le divorce, il a remarqué des changements dans son comportement. Elle est devenue plus silencieuse et plus renfermée. Mais il dit ne pas avoir vu ces changements comme annonciateurs, même quand Anissa s'est liée d'amitié avec Morgan. J'ai d'abord accompagné Anissa à l'arrêt, puis j'ai vu Morgan descendre la colline jusqu'à l'arrêt de bus. Qu'avez-vous remarqué à propos de Morgan? Ma première impression de Morgan était qu'elle était curieuse. Un jour, elle est venue à l'arrêt de bus en portant un masque qui semblait être un masque d'Halloween d'une des Tortues Ninja. Il y a eu une fois où elle est venue à l'arrêt de bus en portant des oreilles de Vulcain de Star Trek. Et cela semblait inhabituel. Pour une fille de 12 ans, on aurait dit qu'elle faisait la pitre. J'ai demandé à Anissa ce qui se passait. Elle m'a dit « c'est juste Morgan ». Avez-vous déjà eu l'impression que votre fille pourrait avoir besoin d'une aide en santé mentale? De mon point de vue, non.
Y a-t-il eu un moment où elle a exprimé avoir vu ou vécu des choses que les autres ne voyaient pas ou ne ressentaient pas? Il y a eu un épisode quand Anissa avait environ 10 ans. Elle était allée se coucher pour la nuit. Peu de temps après, elle avait appelé sa mère et moi. Tu sais, elle a vu quelque chose dans son placard qui la regardait. Donc, tu sais, le monstre dans le placard d'une enfant de 10 ans. Nous avons allumé la lumière et ouvert le placard qui était vide. Nous lui avons demandé ce qu'elle avait vu. Elle affirme avoir aperçu des yeux rouges la fixant depuis le placard. Alors, pour essayer de la calmer, tu sais, on y a réfléchi. La fenêtre de sa chambre donnait sur East Avenue. Elle avait des rideaux roses vifs accrochés dans sa chambre. Je lui ai demandé si elle pensait que les phares d'une voiture qui filtraient à travers les rideaux roses pouvaient être ce qu'elle avait vu dans son placard. Elle a dit oui, et on en est resté là. Elle est allée se coucher ce soir-là sans autre problème. Le jury auditionne aussi l'ancienne camarade de classe d'Anissa, identifiée comme Cahen. Mais le témoignage de Cahen a-t-il aidé la défense ou l'accusation? Et vous souvenez-vous d'avoir déjà parlé à Anissa des proxys? Oui. Et vous souvenez-vous d'avoir parlé avec Anissa du fait qu'elle voulait devenir un proxy? Oui, c'était seulement une fois d'après ce dont je me souviens. Savez-vous si c'était avant le 31 mai 2014? Oui. D'accord. Et vous souvenez-vous de ce qu'Anissa a dit à propos de devenir un proxy? Elle a dit quelque chose du genre « J'ai trouvé un moyen de devenir un proxy. Tu dois tuer un de tes amis. » Et quand je l'ai regardée, genre « De quoi tu parles ?» Elle a dit « Ne t'inquiète pas, ce n'est pas toi. » Anissa ne t'a parlé qu'une seule fois de la façon de devenir un proxy. C'est bien ça? Oui. Et quelle a été ta réaction quand elle t'a dit ça? J'étais un peu confuse, mais je ne pensais pas qu'elle allait vraiment le faire parce qu'elle ne semblait pas être ce genre de personne. Mais qu'en disent les experts? Écoutons le psychologue légiste, le docteur Michael Caldwell. D'abord, je crois que ce jour-là, elle croyait ce jour-là que Slenderman existait vraiment. Elle croyait qu'elle et Morgan Geyser avaient une compréhension spéciale que, vous savez, Slenderman était réel et personne d'autre ne semblait être capable d'avoir cette compréhension. Et un deuxième aspect du trouble délirant, c'est que la personne se sent obligée, qu'elle est poussée à agir en fonction de ce délire. C'est ce qui en fait un trouble. Si une personne a un délire mais ne passe jamais à l'acte et reste chez elle à jouer à des jeux vidéo, il s'agit d'un délire, pas d'un trouble délirant. Donc, les personnes atteintes de troubles délirants ressentent un besoin impérieux de sauver le monde, de sauver leur famille ou quelque chose comme ça, et elles ne peuvent pas s'en détacher. Il y a donc deux éléments à cela. Le premier est de savoir si elle a pleinement compris le caractère répréhensible de son comportement. Je pense qu'elle savait que ce comportement serait criminel et qu'il risquait d'être arrêté. Mais croire qu'il s'agissait d'une force maléfique que personne d'autre ne pouvait comprendre à part elle-même et Morgan Geyser lui imposait une exigence morale de tenter de se protéger, elle et sa famille, de cela, de cette chose horrible. Et dans son esprit, je pense qu'elle agissait par altruisme, qu'elle sauvait quelqu'un, et c'est un choix moral très difficile. Je ne pense donc pas qu'elle ait pleinement saisi le caractère répréhensible de l'acte, même si elle en comprenait l'illégalité. Je ne pense pas qu'elle avait une capacité totalement intacte à comprendre le caractère répréhensible de cet acte. Deuxièmement, si vous ne comprenez pas pleinement, si vous ne mesurez pas pleinement ce que vous faites, vous ne comprenez pas toutes les conséquences et tout ce qui en découle. Si vous n'avez pas la capacité de faire cela à cause d'un trouble mental, alors vous n'avez pas la pleine capacité de vous conformer à ce que la loi exige. Vous êtes contraint de passer à une action qui est illégale. Mais vous n'avez pas la pleine capacité de contrôler vos actions parce que vous ne comprenez pas vraiment la nature de ce que vous faites. Après plusieurs jours de témoignages, chaque partie a une ultime chance de défendre sa cause devant le jury. Si vous résumez toute cette affaire, c'est très simple. Cela se résume à « Devait-elle ou voulait-elle le faire ?» Si elle pensait devoir agir ainsi, convaincue que Slenderman la tuerait ou s'en prendrait à sa famille, alors il se peut qu'elle n'ait pu respecter la loi. Mais ce n'était pas une obligation, ce n'était pas tuer ou être tué. Ce qui était absurde dans cette histoire, c'est que
Je n'ai compris que j'étais en danger qu'après que Morgan a poignardé Peyton. C'est ce qu'elle a dit au détective Trussoni. C'est la vérité. Ce n'était pas tuer ou être tué, c'était une envie. Et parce que c'était une envie, elle pouvait se conformer aux exigences de la loi. C'était un choix. Dans ce cas, la seule preuve que vous avez est qu'Anissa Weier répond aux critères pour être déclarée non pénalement responsable en raison d'une maladie ou d'un trouble mental. 3 médecins ont diagnostiqué chez elle une maladie ou un trouble mental, un trouble délirant. Ils ont expliqué que le délire était si fort qu'il empêchait Anissa d'adapter sa conduite aux exigences de la loi. Le docteur Caldwell, qui l'a vue moins de 2 mois après l'infraction, pensait aussi que même si elle savait que c'était illégal, dans l'ensemble, elle ne comprenait pas le caractère répréhensible de son acte. Les médecins sont arrivés à ces conclusions après avoir examiné toutes les informations, y compris l'intégralité des déclarations enregistrées. Et encore une fois, comme je l'ai dit, peut-être le plus important, ils ont aussi examiné ce qui influençait ces enfants pendant qu'ils apprenaient à propos de Slenderman, de Creepypasta, de la vie au Slender Mansion. Dans la forêt de Nagalais où ils se rendaient, elle savait ce qui avait été dit par les 2 filles. Elle savait grâce au rapport de police. Le jury a une tâche énorme à accomplir et il ne rend pas de verdict rapidement. Il délibère pendant 11 heures avant de revenir avec sa décision. Le tribunal va lire le verdict. Nous, le jury, déclarons ceci. Première question. Au moment où le crime a été commis, l'accusé souffrait-il d'une maladie ou d'un trouble mental? La réponse est oui, à 10 voix contre 0. La Cour, j'accorde le jugement conformément au verdict ainsi ordonné. Sur cette base, je vais constater qu'Anissa Weier a été déclarée non coupable pour cause de maladie ou de trouble mental des crimes qui lui sont reprochés, à savoir tentative d'homicide intentionnel au 2e degré pour participation au crime avec usage d'une arme dangereuse. La jeune fille de 16 ans évite la prison. Pendant qu'Anissa attend sa condamnation, l'affaire Morgan progresse. Elle renonce au procès devant jury et accepte un accord de plaidoyer des procureurs, évitant ainsi la prison. Comme Anissa, Morgan purgera sa peine dans un hôpital psychiatrique d'État. Sa condamnation est prévue début 2018. En décembre 2017, la condamnation d'Anissa Weier a lieu. Nous n'avons pas eu de nouvelles d'elle depuis son interrogatoire par la police 3 ans plus tôt. Maintenant, nous l'entendons à nouveau. Est-ce qu'elle regrette ce qu'elle a fait? Je veux simplement que toutes les personnes concernées sachent que j'assume la responsabilité de tout cela et que je ferai tout ce qu'il faut pour m'assurer que je ne retombe plus jamais dans une quelconque forme de délire ou quoi que ce soit de ce genre. Et je veux que toutes les personnes concernées sachent que je regrette profondément tout ce qui s'est passé ce jour-là et que je sais que rien de ce que je pourrais dire ne réparera cela, votre honneur. Rien de ce que je dirais ne réparera ce que j'ai brisé. J'espère simplement qu'en assumant une part de responsabilité pour ce à quoi j'ai pris part ce jour-là, je pourrais être responsable et faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Je ne laisserai plus jamais cela arriver. Je ferai tout ce qu'il faut, pour m'assurer que cela n'arrive pas. Et je sais que tu l'as déjà entendu et que tu vas probablement encore l'entendre, mais c'est la vérité. Et je suis désolée. Peyton et sa famille n'assistent pas à la condamnation d'Anissa, mais leur présence se fait sentir lorsque le juge lit une lettre de la mère de Peyton. Mademoiselle Lawler parle de ce qui les a amenés jusqu'à aujourd'hui et de ce qui l'a poussé à écrire la lettre. Et elle dit des raisons pour accepter les accords de plaidoyer pour Morgan et Anissa. D'abord, parce que nous pensons que c'était la meilleure chose à faire pour assurer que Peyton n'aurait pas à témoigner. La traumatiser davantage ne semblait pas en valoir la peine. C'est un résultat très pragmatique, mais c'est certainement vrai. Tout comme lorsque vous marchez dans la rue et que quelqu'un regarde vos cicatrices, revenir et tout revivre verbalement serait traumatisant.
et ce serait une nouvelle blessure pour elle, pour la famille et aussi pour la communauté. Et deuxièmement, parce que Peyton pensait qu'un placement dans un établissement de santé mentale était la meilleure solution pour les deux filles. Bien que Peyton pense qu'un établissement de santé mentale soit le meilleur endroit pour Morgan et Nessa, elle craint toujours pour sa sécurité. Elle dort toujours avec ses fenêtres fermées, verrouillées et les verrous de sécurité enclenchés. Elle refuse toujours d'ouvrir ses rideaux. Cette lettre rappelle que cette affaire ne concerne ni Slenderman ni la frénésie médiatique. Il s'agit de ce qui est arrivé à Peyton Lohner, une fille de 12 ans qui a failli être tuée sans raison. La juge ordonne à Anissa de suivre un traitement à l'Institut de santé mentale de Winnebago pendant 25 ans. Puis, en février 2018, Morgan Geyser apprend sa peine. Je suis convaincu qu'il y a suffisamment de preuves pour conclure que Mademoiselle Geyser représente un risque et qu'elle risque d'adopter un comportement dangereux qu'elle présente un risque important d'atteinte à son intégrité physique ou à celle d'autrui ou de dommage au bien. Moyen le plus sûr, la meilleure façon de garantir la réussite de Mademoiselle Geyser est d'assurer la protection du public et de garantir qu'elle reçoive des soins en institution. Quand je prends tout en compte, le placement pour 40 ans semble raisonnable et juste en tenant compte des circonstances uniques de cette affaire. Je vais donc ordonner que le placement soit de 40 ans. C'est long. Et quand j'y pense et que je réfléchis, 40 ans pour un adolescent de 15 ans, c'est vraiment très long. Pourtant, il n'y a pas que Mademoiselle Geyser. Notre attention porte en partie sur sa situation actuelle, mais il s'agit aussi d'une question de protection de la communauté. C'est une question de s'assurer qu'il n'y ait pas de récidive. C'est une question de s'assurer que Mademoiselle Geyser ne se retrouve pas dans une situation de va-et-vient où elle finit par retourner dans la communauté, puis que les choses se dégradent et qu'elle revienne. Morgan est aussi envoyée à l'Institut de santé mentale de Winnebago pour traitement. Ce chapitre de l'histoire semblait clos pendant des années. L'affaire a refait surface au niveau national en 2019, lorsque Peyton a accordé sa première interview filmée à David Muir d'ABC. En 2019, Peyton a maintenant 17 ans. Elle porte encore les marques physiques de l'attaque qui a failli lui coûter la vie. Mais elle confie à ABC News que ses cicatrices font partie d'elle et qu'elle n'a rien à cacher. On demande à Peyton si elle pouvait dire quelque chose à Morgan. Que dirait-elle? Elle dit, de façon surprenante, qu'elle la remercierait probablement parce que l'attaque a façonné la personne qu'elle est devenue. Elle sent que sa vocation est d'aider les autres. Elle révèle qu'elle souhaite faire carrière dans la médecine et que cette décision a été influencée par les médecins et les infirmières qui lui ont sauvé la vie. Alors que Peyton avance, l'histoire d'Anissa entame un nouveau chapitre avec sa demande de libération de l'établissement psychiatrique d'État. Au 10 septembre 2021, Anissa a 19 ans. Après des années de traitement, elle revoit le même juge qui l'avait condamnée à des décennies en hôpital psychiatrique. Cette fois, il ne prononce pas de sanction. Le rapport recommande que Mademoiselle Weyer soit libérée conformément au plan prévoyant qu'elle réside chez son père, au domicile de ce dernier. Le tribunal, bien sûr, connaît l'affaire en raison de son implication dans celle-ci. J'ai lu le rapport de libération conditionnelle ainsi que le plan de libération conditionnelle. Je suis satisfait des ajouts que nous y avons apportés, en particulier concernant le système GPS. C'est un rapport équitable, il est raisonnable. Il prévoit bien sûr la protection de la communauté, ainsi que celle de la victime. Il prévoit également une protection pour Mademoiselle Weyer. Il est important que nous prenions en compte toutes les personnes impliquées dans un tel rapport. Je suis convaincu que c'est raisonnable. Il offre de bonnes protections en ce qui concerne la communauté. Il propose également un bon plan de réinsertion pour Mademoiselle Weyer. Je vais donc approuver le plan. Anissa Weyer est libérée de l'Institut de santé mentale de Winnebago après 3 ans et demi. Elle restera sous la surveillance des gestionnaires de cas de l'État qui la suivront jusqu'à ses 37 ans, soit la durée de son placement. L'année d'après, Morgan souhaite aussi obtenir une libération conditionnelle. En juin 2022, l'avocat de Morgan présente sa première demande officielle de libération conditionnelle. Un juge examinera sûrement son cas différemment de celui d'Anissa. C'est simplement basé sur le rôle que chaque fille a joué dans l'attaque brutale. Rappelez-vous, les enquêteurs ont déterminé que Morgan a poignardé Peyton 19 fois.
Les avocats de Morgan ont sans doute eu la même idée, puisqu'ils retirent sa demande de libération conditionnelle 2 mois après l'avoir déposée. En mai 2023, Morgan redépose une demande de libération conditionnelle. 2 mois plus tard, c'est du déjà-vu. L'avocat de Morgan retire leur requête. Anthony Cotton, l'avocat de Morgan Geyser, affirme que Morgan fait des progrès considérables dans son traitement et devrait être prête à être libérée en 2024, mais a-t-il raison? Morgan comparaît devant le tribunal du comté de Waukesha le 10 avril 2024. Le juge Michael Boren écoute le témoignage des psychologues désignés par le tribunal, Deborah Collins et Brooke Lundberg. Morgan étant maintenant âgé d'un peu plus de 20 ans, beaucoup se demandent si le traitement lui a vraiment été bénéfique. Mais si c'est le cas, si c'est accordé, et si, au cours des prochains mois, disons 2 mois, vous ne mentionnez pas de nombre de mois dans votre rapport, comme disons 2 mois, 3 mois, 4 mois, pendant cette période, si Morgan continue sur la même voie et continue de faire ce que vous décrivez ici, alors vous diriez qu'il est approprié qu'elle vive dans la société, n'est-ce pas? Il y aura un moment où ce sera mon avis. Je pense qu'elle sera prête pour une sortie sous condition dans les prochains mois. D'accord. Combien de mois cela ferait-il selon vous? C'est 2? Je ne sais pas. Supposons simplement, hypothétiquement, que l'évolution que vous avez observée chez Morgan, la trajectoire positive que tu as observée, continue exactement comme tu l'as vu. 2 mois de plus à Winnebago, est-ce suffisant? Ma meilleure estimation serait de 6 à 12 mois. Pour répondre à la question posée hier par le tribunal, vous ne pensez pas que Mademoiselle Geyser ait simulé des symptômes pour éviter d'assumer la responsabilité de l'infraction initiale, n'est-ce pas? C'est exact. Cela vaut aussi pour son équipe médicale et ses soignants avec le temps, c'est bien cela? C'est vrai. Donc, le consensus général est qu'il y avait des symptômes psychotiques à l'époque et qu'ils ont duré un certain temps. Y a-t-il aussi désormais un consensus selon lequel la situation a évolué au point qu'elle n'a plus ces symptômes depuis longtemps? Si l'on regarde très précisément ces idées délirantes spécifiques qui ont contribué à l'infraction initiale, oui, c'est tout à fait vrai qu'il y a eu une absence de croyance liée, par exemple, à Slender Man depuis plusieurs années. Si l'on parle des symptômes de façon plus générale, il y a toujours des préoccupations. À part la défense, seuls 2 témoins soutiennent la libération conditionnelle de Morgan, le docteur Kenneth Robbins et le docteur Caleb Pope, quel est votre avis précisément sur Morgan et sa demande de libération conditionnelle? Mon avis est que c'est le moment approprié pour qu'elle soit libérée sous condition. Dans votre rapport, vous avez indiqué que c'est le moment idéal pour sa libération. Pourquoi maintenant? Parce que Morgan s'est beaucoup améliorée et qu'elle a besoin de choses que l'institution ne peut plus lui offrir. Je pense qu'elle a beaucoup bénéficié de son séjour à Winnebago à bien des égards, mais je crois qu'elle est arrivée au bout de ce que Winnebago peut lui apporter. Il n'y a aucune indication qu'elle soit dangereuse à l'heure actuelle. Et selon moi, les choses dont Morgan a besoin, de l'aide pour la socialisation, de l'aide pour l'éducation, de l'aide pour devenir indépendante, sont des choses que Winnebago ne peut plus fournir de manière efficace. D'accord, donc il n'y a plus de traitement qu'elle puisse suivre à Winnebago. Il n'y a plus de traitement qu'elle puisse suivre à Winnebago. Donc, il y a encore des traitements. Simplement, je pense que l'inconvénient d'être à Winnebago est plus important que n'importe quel bénéfice qu'elle pourrait tirer du traitement qui y est proposé. Vous savez qu'ils pensent tous deux que Morgan n'est pas apte à une remise en liberté sous condition? J'ai entendu leur témoignage à ce sujet. Et ils pensent que Morgan représente toujours un risque important de préjudice corporel pour elle-même ou pour les autres. J'ai entendu leur témoignage à ce sujet. Je suis désolée, j'ai entendu leur témoignage à ce sujet. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Je dirais que je suis probablement plus d'accord avec l'évaluation de la situation par le Dr Robbins. Morgan n'a montré aucun signe de dangerosité depuis plusieurs années maintenant. Je pense qu'à ce stade, il est essentiel qu'elle réintègre la vie en société pour soutenir son développement. Vous ne pensez pas que dans 6 mois, elle serait moins prête à réintégrer la vie en société, n'est-ce pas?
Non. Je pense que cette période critique pour le développement se termine, comme l'a souligné Dr. Robbins. Après des années de traitement et d'évaluation psychiatrique, la décision d'accorder la remise en liberté sous condition de Morgan revient au juge. Ce tribunal est convaincu, sur la base de preuves claires et convaincantes, que Mademoiselle Geyser présente un risque important de préjudice corporel pour elle-même, pour autrui, ou de dommages matériels graves pour les raisons que j'ai exposées. Maintenant, elle travaille dur. Elle continue de faire ce qu'elle est censée faire, mais cela ne change pas ce risque. Rappelez-vous que ce qui préoccupe la communauté, c'est le risque, le danger qu'elle représente. La communauté s'inquiète aussi beaucoup de ce qui arrive à Mademoiselle Geyser. La détermination ultime du caractère dangereux exige un équilibre soigneux entre l'intérêt de la société à se protéger contre les comportements nuisibles et l'intérêt de l'acquitter pour la liberté personnelle ainsi que pour l'autonomie. Voilà donc l'équilibre, mais cet équilibre concerne l'intérêt public à se prémunir contre les comportements nuisibles. Dans ces circonstances, ce tribunal est convaincu que la balance penche en faveur du public, et cela est démontré de façon claire et convaincante. Donc, dans cette affaire, après avoir entendu toutes les preuves crédibles, qui, j'en suis convaincu, ont été très bien présentées aussi bien par l'État que par la défense, je suis convaincu que la requête doit être rejetée. Bien que la remise en liberté sous condition de Morgan soit refusée pour le moment, le juge laisse la porte ouverte. Elle pourra déposer une nouvelle demande de libération dans 6 mois. Le 6 janvier 2025, Morgan retourne au tribunal pour une nouvelle audience. 9 mois peuvent-ils vraiment faire une telle différence? À ce stade, je soutiens sa demande de remise en liberté sous condition. Plus précisément, je ne crois pas qu'elle représente actuellement un risque important de préjudice grave pour elle-même, pour autrui ou pour des dommages matériels. Les facteurs de protection incluent ses ressources intellectuelles et sa capacité à résoudre des problèmes. Elle a amélioré ses compétences d'adaptation pour gérer le stress qu'elle a travaillé et développé grâce à des années de traitement et à l'équipe de soins qu'elle a à Winnebago. Elle a démontré une capacité améliorée à s'autoréguler, notamment sur le plan émotionnel. Donc, la gestion du stress dans l'institution, la fréquence a diminué d'utiliser l'imaginaire ou d'utiliser je dirais l'imaginaire, ou se replier sur elle-même pour faire face. Et elle a aussi la volonté clairement exprimée de s'engager activement dans une vie prosociale à l'avenir. Son observance dans l'établissement est remarquable, tant pour les médicaments que pour le traitement. Son absence de problèmes de comportement dans l'établissement, son absence de violence envers les autres dans l'établissement et envers elle-même. Tout cela est de bon augure pour sa préparation à une remise en liberté sous condition à ce stade. Est-ce votre avis que cela la rendrait donc moins dangereuse? Cela rendrait Mademoiselle Geyser moins dangereuse si on lui donnait l'occasion d'aller dans un foyer d'accueil et de poursuivre son développement en tant qu'individu. Je ne pense pas qu'elle va devenir dangereuse pour les autres, qu'elle soit à Winnebago ou non. Je pense qu'il y a un risque qu'avec le temps, si elle est limitée par ce que Winnebago peut lui offrir, je peux imaginer qu'elle devienne désespérée à un moment donné et qu'elle devienne potentiellement un danger pour elle-même. Donc oui, peut-être ironiquement, je pense qu'elle serait plus en sécurité en dehors de Winnebago. Après que le juge ait examiné ce nouveau témoignage ainsi que les évaluations de Morgan, cette fois-ci, le résultat est très différent. Donc, en examinant tous les rapports et les dossiers, je suis convaincu que, et dans les circonstances, le tribunal va accorder la libération, je suis convaincu, par des preuves claires et convaincantes, que dans la situation actuelle, Mademoiselle Geyser ne présente pas de risque significatif de préjudice corporel pour elle-même ou pour autrui, ni de risque sérieux de dommages matériels importants. Maintenant, lorsque je tire cette conclusion, je prends en compte ce qui s'est passé. Je prends en compte la dangerosité de ce qui s'est passé en 2014. Je prends cependant en compte ce qui s'est passé depuis, en particulier au cours des 6 derniers mois. Je prends en compte les avis des médecins
Mais en particulier, et cela a été une analyse importante pour le tribunal, comme l'explique l'arrêt Randall. La détermination ultime de la dangerosité exige un équilibre minutieux entre l'intérêt de la société à se protéger contre des comportements nuisibles et l'intérêt de l'acquitter pour la liberté et l'autonomie personnelle. En examinant l'affaire Randall et ce qui s'est passé dans l'affaire Randall, ainsi que les circonstances de cette affaire. Lorsque je compare Randall à Geyser, il y a une énorme différence dans la justification du refus de la libération surveillée dans cette affaire, dans le cas de Randall, par rapport à cette affaire-ci. Quand j'évalue ce concept de dangerosité et que je reviens sur ce qui s'est passé et sur les progrès réalisés, Mademoiselle Geyser n'entre pas dans la même catégorie que Monsieur Randall dans sa demande de libération et le refus de cette libération. De ce point de vue, j'accorde la demande, c'est ordonné. Même si la juge autorise la libération de Morgan, elle ne peut pas quitter la salle d'audience sans que les experts en santé mentale de l'État établissent un plan de sortie précisant où elle séjournera. Contrairement à Anissa, Morgan ne rentre pas chez sa famille après sa sortie, mais doit rester dans un foyer. Pour elle et son avocate, c'est une victoire. Je suis convaincu que Morgan va bien s'en sortir. Bien sûr, cela dépend d'elle, évidemment, de s'assurer qu'elle s'occupe de ses problèmes et qu'elle prend cela au sérieux. On ne peut pas faire plus, et bien sûr, nous n'avons jamais de boule de cristal. Il a raison. Personne ne peut prédire l'avenir, mais en novembre 2025, ses paroles prendraient un tout autre sens. J'appelle concernant un de mes résidents. D'accord. Elle est partie hier soir et elle a enlevé son bracelet électronique à la cheville. D'accord, et quel est son prénom et son nom de famille? Morgan Geyser. C'est un cauchemar. Je me souviens quand cette nouvelle est tombée et j'ai tout de suite pensé à Peyton et à sa famille. Pendant des années, ils ont craint qu'une telle chose arrive. Désormais, ils vivent leur pire cauchemar. L'appelant du foyer où vit Morgan mentionne une amie bien plus âgée qui voulait souvent lui rendre visite. Cette amitié a suscité des inquiétudes. Leurs soupçons étaient fondés. Hé les gars. Les gars. Malheureusement, vous ne pouvez pas rester ici. Dehors, on va traîner. Je crois qu'au poste de police de Robbins, vous pouvez dormir dans leur hall d'entrée. Non, ça va. On va juste bouger un peu. Quoi? On va juste bouger un peu. D'accord. Merci, j'apprécie vraiment. Désolé de vous déranger. Merci de votre compréhension. Merci beaucoup. Vous visionnez une vidéo de caméra piéton filmée par la police à Posen, Illinois. Morgan et son ami, à une station-service poids lourd, sont presque bloqués faute d'argent. D'où venez-vous? Vous venez d'où? D'accord, nous sommes vraiment à fond dans le programme. Sud-Salve, bonjour. À quelle distance environ? Pas si loin. On n'habite nulle part. Ce soir, tout ira bien. Je veux juste m'assurer que vous n'avez pas froid. On va bien. Bien sûr. Bonjour. Alors? Je vous remercie. Pas de problème. Je veux juste m'assurer que quelqu'un vous place dans la rue. Non, on n'en a plus. Quel âge as-tu? J'ai 23 ans. 23, on verra. Elle a dit. J'ai 7 ans. Comment fait-elle? Point 3. D'accord. Je n'ai pas ma carte d'identité. Nice. Très bien. Donnez-lui votre nom et votre date de naissance parce qu'on doit juste s'assurer que vous êtes bien qui vous dites être. D'accord? Vous n'êtes pas porté disparu ou quelque chose comme ça. D'accord? Pas de problème. Merci d'avoir appelé. D'accord, quel est votre nom de famille? Je ne sais pas pourquoi je dois faire ça. Je ne crois pas que vous ayez 23 ans. D'accord. Nous avons ici des appels pour chaque demande. Sois honnête. Je veux juste vérifier que tu n'es pas porté disparu. Tant que ce n'est pas le cas, tu peux repartir. Es-tu porté disparu? Donne-moi ton nom et ta date de naissance, puis tu pourras repartir. J'ai 19 ans. J'ai 19 ans. 19? 19? Tu es déjà un adulte? Alors, oui, quel est ton nom de famille? Non, quoi? Je ne veux pas te donner mon nom. D'accord, eh bien, alors nous allons vous arrêter. Nous allons prendre votre pièce d'identité. Votre pièce d'identité restera au commissariat.
Donc vous ne voulez pas faire obstruction à un agent. Donnez-moi votre état de naissance. Tu n'es pas recherché pour meurtre, hein? C'est ça. Alors il ne devrait pas y avoir de problème. D'accord. Tu en fais toute une histoire. Quel est ton nom de famille? Grease. Comment ça s'écrit? I-E-S. Non, G-R-I-E-S. D'accord. G-R-I-E-S. Quel est votre prénom? Stéphanie. Donc Stéphanie. Stéphanie, donne-moi ton vrai nom. D'accord. S'il revient et qu'il n'y a pas de travail sur le dossier, cela prouvera que vous mentez tous les deux. Je vais vous emmener pour les empreintes digitales. D'accord? Ne nous obligez pas à faire tout ça. On veut juste vous laisser partir. Non, c'est impossible. Vous êtes recherché pour quelque chose? L'enfant n'est pas marié. Pourquoi cacher ton nom? Je ne comprends pas. Finalement, Morgan finit par dire la vérité. Elle donne son nom aux agents, sachant probablement que sa petite parenthèse de liberté touche à sa fin. D'accord. Alors, Morgan, c'est bien ton prénom, n'est-ce pas? Oui. G-E-Y-S-E-R. Non. Non. Laisse-moi dire au revoir. D'accord, nous le ferons. Je ne la reverrai jamais. Si tu la reverras. Non, je ne la reverrai pas. 3014. Parce que j'ai fait quelque chose de mal. Laisse-moi dire au revoir. On va te laisser dire au revoir, mais attends qu'on comprenne ce qui se passe. D'accord. Je promets de te laisser dire au revoir. Peu importe ce que j'ai fait. Oui, peu importe. Nom de famille, je te le promets. D'accord? Tu es honnête avec moi. Je suis honnête. C'est mon nom. Crois-moi, je ne voulais pas te le donner. Tu vas vite comprendre pourquoi. Mais elle ignorait mon nom. Lève la main. Tu as dit que je pouvais dire mon nom. Je te laisse faire. Vous allez tous au même endroit, d'accord? Je te promets qu'elle ne savait pas. D'accord. Ouais, on a un petit problème. Oh, je suis désolée. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je suis... Mon Dieu, je suis vraiment désolée. Je suis tellement désolée, mon Dieu. Je suis tellement désolée. C'est difficile de te voir me quitter. Je suis tellement désolée. J'aurais aimé ne pas l'avoir fait. D'accord. D'accord, chérie. Morgan ne peut pas retourner dans son foyer. Elle est arrêtée et remise en garde à vue. En décembre 2025, la libération conditionnelle de Morgan est révoquée et elle est renvoyée à l'institution de santé mentale de Winnebago, où elle se trouve toujours lors de cet enregistrement. Anissa Weier vit toujours avec son père en liberté conditionnelle. Et bien sûr, je ne peux pas terminer cet épisode sans parler de Peyton Lautner, la jeune fille qui a survécu et surmonté tant d'épreuves. Elle mène une vie discrète aujourd'hui, mais où qu'elle soit, nous espérons qu'elle réalise tous ses rêves. Merci de m'avoir accompagnée dans cet épisode. Je suis Elisabeth Milner et on se retrouve ici la semaine prochaine avec une autre criminelle.